Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce texte qu'on soumet à notre vote est un aveu. C'est l'aveu d'un gouvernement qui s'est égaré en poursuivant un mirage. Je parle ici du mirage de la politique de l'offre. Il est de plus en plus lointain, de plus en plus vacillant. Mais force est de constater que le gouvernement persiste dans sa traversée du désert. Je dis lointain et vacillant car les hypothèses macroéconomiques du gouvernement pour 2025 ont été massivement contredites par la réalité. Les investissements sont inférieurs de 0,6 points aux prévisions du gouvernement, la croissance est inférieure de 0,2 points, la consommation des ménages est inférieure de 0,6 points, les exportations sont inférieures de 2,1 points et l'inflation est inférieure de 0,3 points. C'est à se demander ce qui a été correctement prévu. Je pense toutefois qu'il y a une explication. Il n'y a, selon moi, aucun mensonge frontal du gouvernement, mais une illusion coupable sur les effets de sa politique. La même illusion, au fond, qui a été mise à jour lors des travaux de la commission d'enquête que j'ai présidée. La même illusion qui a conduit à sacrifier 2 points de PIB de recettes aux très riches et aux multinationales, ce qui a profondément alourdi la dette publique de 11 points depuis 2017. La même illusion qui tait la pauvreté, les inégalités, les logements insalubres et mal chauffés, les morts au travail, les besoins médicaux non satisfaits, qui tous augmentent en France de manière unique en Europe, selon de multiples données Eurostat. La même illusion qui conduit Emmanuel Macron à annoncer qu'il a développé les investissements, l'industrie et l'emploi, alors que la France traverse une crise industrielle rarement vue, avec au premier semestre plus de fermetures d'usines que d'ouvertures et 444 plans sociaux depuis la dissolution. Et pourtant, le président de la République plastronne avec une IA cache-misère qui n'est au fond qu'une illusion artificielle. Lors des manifestations pour le climat, on entendait scander que la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. Or, ce projet de loi de fin de gestion révèle l'incapacité des exécutifs macronistes à répondre à l'un comme à l'autre. La politique menée par le gouvernement empêche de garantir aux ménages qu'ils arriveront sans dommage à la fin du mois. Elle nuit au pouvoir d'achat et donc à la consommation populaire. En conséquence, la perte de recettes de TVA devrait être de 5 milliards d'euros pour l'État en 2025. C'est colossal. Je rappelle qu'à force de recourir à l'affectation de TVA comme palliatif à tout, notamment aux baisses de cotisations, 25% de la TVA sont aujourd'hui affectés à la sécurité sociale et 27% aux collectivités. Ainsi, quand les recettes de la TVA baissent, par effet de contamination, c'est tout l'édifice budgétaire qui est mis en péril. De même, la politique menée par le gouvernement empêche de répondre aux besoins climatiques de la population. Et il est même pris en flagrant déni de réalité. Le budget Bayrou voulait baisser cette année de 66,3 millions d'euros les moyens de la sécurité civile, soit une baisse de 7,5% supprimés pour les pompiers et la lutte contre les méga-feux. Mais finalement, cette loi de fin de gestion propose d'ouvrir 120,4 millions d'euros de crédits sur ce poste de dépenses. Le gouvernement s'est heurté au mur de la réalité. Il y a des dépenses qui sont incompressibles car elles répondent à des besoins. Il s'agirait donc de faire preuve de raison et de ne pas prétendre baisser des budgets qui ne suffisent déjà pas. Je note d'ailleurs que la ministre m'a donné raison sur ce point lors de son audition en commission. Et plus globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que voter cette loi de fin de gestion, c'est couper davantage dans les budgets les plus touchés par les coupes du budget Bayrou en février, puis les coupes par décret en avril. Les parlementaires qui voteront pour ce texte et ces annulations de crédits voteront pour atteindre une baisse totale de 3,8 milliards d'euros sur le travail et l'emploi, mais aussi moins 1,8 milliard d'euros sur l'aide publique au développement, moins 872 millions d'euros dans l'agriculture ou encore moins 523 millions d'euros dans les associations et le sport. Pour conclure, je tiens à répondre aux arguments selon lesquels il n'y aurait pas de sens à rejeter un projet de loi de fin de gestion, car il ne serait au fond qu'un simple trait de plume sur des budgets qui n'auraient pas été consommés. Mais s'ils n'ont pas été consommés, c'est parce qu'ils ont été gelés par anticipation. Entre un gel en avril, puis un surgel en septembre, le gouvernement a mis en réserve 4,2 milliards d'euros. Les services publics concernés n'ont pas choisi de ne pas dépenser cet argent, au contraire, ils en ont été sciemment empêchés.
Ce texte n'est donc pas technique, mais bien politique. Il appartient en tout cas à chaque parlementaire souverainement de voter pour ou contre un texte. Aucun texte n'échappe à ce principe, ni celui-ci ni un autre. Et pour ma part, je voterai contre ce PLFG tel qu'il est aujourd'hui proposé. Merci, Monsieur le Président. J'ai reçu de Madame Mathilde Panot et des membres du... Merci de me confier cette analyse dont l'intention est de mettre en lumière, sans passion excessive, les ressorts d'un débat assez technique, mais crucial pour comprendre la période que nous traversons. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, s'en est récemment pris à la fameuse « politique de l'offre » lors de son intervention à l'Assemblée. Mais de quoi parle-t-il ici, concrètement? Et pourquoi ces attaques sont-elles fréquentes à gauche? La politique de l'offre, c'est une orientation économique qui consiste à favoriser la production des entreprises en leur apportant de l'aide sous forme de baisse de charges, d'avantages fiscaux ou de simplification administrative, dans l'espoir que cela conduira à plus d'investissements, de création d'emplois, de compétitivité. Cette approche suppose que c'est l'offre, autrement dit la capacité de produire et de vendre, qui crée la dynamique de croissance. Face à cela, Coquerel, et plus largement les forces issues de la gauche radicale, défendent souvent la politique de la demande. Ce courant estime que l'économie ne redémarre que si les ménages disposent d'assez de revenus pour consommer. D'où la nécessité de soutenir le pouvoir d'achat, les investissements publics et non pas prioritairement les entreprises. Cela s'inscrit dans une tradition qui va de Keynes dans l'Angleterre des années 30 à Mitterrand dans la France des années 1980. Pour comprendre la véhémence du discours de Coquerel, il faut garder en tête le contexte actuel. Après plusieurs années marquées par les cadeaux aux entreprises, du CICE sous Hollande, au pacte de responsabilité, puis la baisse de l'impôt sur les sociétés sous Macron, un sentiment s'est installé, notamment à gauche, que ces mesures bénéficieraient davantage aux actionnaires qu'à l'emploi ou au salaire. Beaucoup pointent le fait que la croissance et le niveau de vie de la population n'ont pas connu d'amélioration spectaculaire, alors que la dette publique, elle, continue de croître. Toutefois, il est important de prendre du recul. L'économie française évolue dans un environnement international où la compétition est rude. Les entreprises, grandes ou petites, doivent composer avec des concurrents allemands, américains, chinois, souvent moins taxés, plus agiles. Dans ce contexte, soutenir l'offre n'a rien d'illogique et certains économistes rappellent que la compétitivité a permis d'amortir des chocs lors de crises, comme celle du Covid-19. En revanche, l'argument de la gauche n'est pas dénué de sens. Les politiques de l'offre, si elles ne sont pas accompagnées d'un soutien à la demande, peuvent effectivement générer des frustrations sociales, une impression d'injustice et parfois des bulles financières, plus que de l'emploi durable. L'exemple du trickle-down américain sous Reagan montre que si la richesse créée au sommet ne ruisselle pas, elle nourrit la polarisation. Au final, le débat entre politique de l'offre et politique de la demande n'a rien d'abstrait, ni d'uniquement idéologique. Il traduit une divergence de diagnostic sur ce qui freine aujourd'hui la France. Est-ce le niveau de l'investissement ou la faiblesse du pouvoir d'achat? La question mérite plus que des slogans ou des invectives. Aussi bien l'expérience française qu'internationale montre qu'une économie équilibrée a besoin des deux jambes, stimulation de l'offre et soutien à la demande. Les sociétés qui s'en sortent le mieux sont celles qui savent, sans dogme, conjuguer les deux. C'est peut-être là la piste à retenir, au-delà des affrontements partisans.